Merci, mesdames et messieurs, chers amis. Avant toute chose, je souhaite remercier l'association Cosette Gavroche pour cette invitation à venir participer au cet séminaire d'enfants. Je viens vous parler de la situation qui est la nôtre en Espagne et sur la protection de l'enfant, sur les droits des mineurs face à la nouvelle législation sur le mariage, mais pas seulement, dont la constitutionnalité vient d'être confirmée il y a quelques mois. Le point de départ du débat est l'impression partagée que le statut légal du mineur se trouve menacé par ces dernières lois sur le mariage et par la possibilité que les enfants soient transformés en objets par le désir des adultes, avides d'avoir des enfants qui seraient un complément de leur vie à couple et en protégeant des désirs de ceux qui conçoivent la paternité et la maternité comme un droit. Peu importe que les enfants aient aussi des droits, parce qu'en Occident, on se dirige, avec la législation actuelle, vers une situation d'individualisme qui se soucie bien peu des institutions et du bien commun. Et tous les jours, on peut voir et entendre parler des manifestations des personnes qui demandent des nouveaux droits, qui se définissent eux-mêmes comme un collectif d'opprimés, qui se sentent victimes d'une société qui ne les accueille pas. Grâce à l'étude et la gestion de plusieurs cas pratiques à notre cabinet, il me reste indéniable qu'on ne peut pas parler de l'existence d'un droit à être père ou mère. Les enfants ne sont pas un droit et sont le plus souvent la conséquence possible de l'amour d'un couple, et généralement celle du désir du couple de fonder une famille stable. Cette définition est tellement importante et naturelle que la famille et le mariage ont été l'objet de relations légales dans n'importe quelle culture, et dans toutes les sociétés organisées depuis la nuit des temps. La famille est cette cellule basique de la société que les droits protègent, car c'est la crèche de tout individu, la base de son création, de son éducation, de sa stabilité psychologique, affective, son statut social, son soutien matériel. Sans la création préalable d'un entourage familial stable, on ne devrait pas pouvoir concevoir l'idée de procréer ou d'adopter. Les pouvoirs publics n'ont jamais, eux, le besoin de légiférer sur l'amitié, une réalité bien jolie, mais qui ne suppose aucune conséquence pour de tierces personnes. Presque en même temps, l'adoption est cette institution qui, depuis les droits romains, établit pour tenter imiter la nature. Adoptio imitat natura. Imiter la situation dont un enfant se jouit, s'épanouit, grandit dans le confort d'un foyer, avant de subir la perte de ses parents biologiques. Il est bien évident que la nature ne pourra jamais donner de descendance biologique à un couple homosexuel, et donc on ne peut pas fournir à l'enfant avec une situation familière sans doute irréelle. Je le répète à nouveau, l'adoption des enfants n'est pas un droit du couple, c'est plutôt un droit de l'enfant à être accueilli par une famille qui s'approcherait le plus possible de celle qu'il aura pu avoir par nature. Je trouve perverse cette idée de faire croire à la société civile, laquelle est censée doit être éduquée par la loi, qu'il existe un droit à avoir des enfants, et même que chacun de ses membres peut obtenir n'importe quoi s'il parvient à définir ce désir comme un droit acquis. Pour mieux vous faire une idée de ce qui s'est passé dans mon pays, en Espagne, il me faut commencer par mentionner les lois qui ont frappé le régime de protection de l'enfant, originairement conçu en tant que sujet de droit et pas en tant qu'objet de désir. Le premier coup fut porté pour l'approbation en 1981 de la loi 13/1981 sur le divorce. En permettant la dissolution du mariage et donc la rupture de la vie familiale commune, les résultats qui n'étaient pourtant pas recherchés, mais restent omniprésents, et la vulnérabilité des enfants nés de ce mariage. Même si on parle des enfants biologiques ou adoptifs, les mineurs issus d'un couple qui brise son mariage devient fort sensible à l'absence d'une des deux figures paternelles ou maternelles, essentielles à la formation de leur personnalité et de leur affectivité. La conséquence la plus fâcheuse de ces situations douloureuses qui ont mis fin à un mariage est l'immense blessure que devra porter l'enfant. En effet, il voit chasser l'amour qui a été la source de sa naissance. Les lois n'ont pas prévu ce qui se passe dans la formation du caractère des enfants des parents divorcés, et pas non plus une indemnisation pour les dommages subis par eux après son divorce. Trop souvent, les enfants deviennent une monnaie de chance de ce conjoint qui s'exprime à mener une véritable bataille légale pour obtenir la garde des enfants. Et dans le meilleur des cas, ils se retrouvent à se faire concurrence pour obtenir l'affection des mineurs qui, affligés, perplexes, essayent de
dépasser le traumatisme, en profitant parfois du fait que les parents se laissent volontairement soudoyer. Deuxièmement, la loi 35/1988 de la fécondation in vitro est une étape de plus dans les raisonnements erronés qu'il existe un droit à avoir des enfants qui auraient un autre selon des choix du géniteur, telle ou telle caractéristique physique, intellectuelle, sanitaire ou sexuelle. On pourrait alors avoir des enfants à la carte. C'est cette loi qui porte la plus atteinte à la production des mineurs. En effet, en choisissant un enfant avec des caractéristiques particulières, un couple se trouve en droit de souhaiter recevoir le modèle idéal qu'il est imaginé. Ainsi, ce couple fonctionne presque en consommateur, capable de demander en libre de réclamation s'ils découvrent quelques différences entre l'objet de leur désir et le produit final qu'ils ont obtenu. En outre, cette méthode de fécondation néglige le sort des embryons qui n'ont pas été implantés et attend qu'on laisse un avenir douteux. Les couples sacrifient infalliblement des embryons viables pour en obtenir un sur lequel se focalise leur attention. Le troisième coup porté fut celui qui permit à des personnes non mariées d'adopter des enfants. Une fois que l'indissolubilité n'est plus considérée comme une des caractéristiques du mariage et due à la nouvelle fragilité du noyau familial, dont l'union génératrice devient si facile à briser, la loi 1/1996 change encore le code civil pour permettre à des célibataires d'adopter des enfants. Dans ce cas, on n'examine jamais quelles seront les conséquences sur le développement d'un enfant adopté par une famille monoparentale. Et même si cela reste très restreint, la plupart des fois, ça agit sans possibilité. C'est alors que fut porté le quatrième coup, celui qui est au cœur des débats actuels en France. La nouveauté qu'introduit la loi 13/2005 est la rupture de la deuxième caractéristique du mariage traditionnel, c'est l'hétérosexualité. Suite à l'approbation de cette loi, le Code civil a été modifié pour ajouter un alinéa. Au texte initial, l'homme et les femmes ont le droit de contracter un mariage selon les dispositions de ce code. Et grâce à cette particule et non avec, ça a été ajouté, la deuxième partie, c'est le mariage aura les mêmes conditions et effets que les conjoints soient du même sexe ou de sexes différents. Et la conséquence légale, c'est l'équiparation des couples gays aux hétéros face à l'adoption. Intimement lié à cette nouvelle conception du mariage, un cinquième et dernier coup, le plus grave, a porté atteinte à la protection de l'enfant. L'année suivante, en 2006, la modification de la loi des techniques de fécondation humaine assistée, la loi 14/2006, a été approuvée. Cette modification permet à la femme avec laquelle la mère est mariée de manifester son consentement pour que l'inscription de la filiation de l'enfant à naître soit déterminée en sa faveur. Cette modification est clairement inconstitutionnelle, car cela concerne le droit de l'enfant de connaître, si c'est son désir, sa filiation biologique. Et on parle ici de la vérité biologique, que c'est un concept que c'est légalement protégé, et c'est un droit fondamental de la personne, et que la Constitution espagnole régule à l'article 39.2. Et bon, en effet, la Constitution précise les pouvoirs publics assurent de même la protection intégrale des enfants, tous égaux devant la loi, indépendamment de leur filiation et celle des mères, quel que soit leur état civil. La loi permettra la recherche de la paternité. Mais parfois, et j'entre ici à cœur des sujets qui nous touchent actuellement en Espagne et en France, le processus d'insémination est demandé par une femme qui veut avoir un enfant sans connaître son donneur de sperme. Dans ce cas, l'enfant naît sans le droit de connaître son père qui restera toujours caché. Et même lorsqu'il aura atteint la recherche de la raison, il ne pourra faire aucune recherche. Cela s'applique notamment à des couples de femmes lesbiennes qui utilisent ces techniques pour avoir une descendance. Et même si biologiquement, il est clair que l'enfant n'aura pas la génétique de deux femmes, il pourra toujours être adopté par la compagne de sa mère, et légalement, il aura deux mères. L'enfant issu d'une telle relation n'aura pas le droit de connaître sa véritable filiation biologique ni celui de rechercher sa paternité. C'est pourtant ce que développe notre Constitution dans l'article 39.2 et qu'explicite les articles 133 et 137 du Code civil espagnol. Après, on assiste même à la violation de la quasi-totalité du chapitre 3 du titre 5 du Code civil, parce que, bon, à la fin, l'enfant sera l'objet de discrimination de celles qui ont lutté pour n'être pas discriminés. Dans le cas d'un couple d'hommes, il est encore plus évident qu'ils n'auront aucune autre solution que d'avoir recours à une mère porteuse. Une femme qui peut donner un ovule pour procréer l'enfant et subir l'implantation d'un embryon, et cette femme deviendra la mère du mineur.
un statut qu'elle pourra éventuellement partager avec celle qui a donné son ovule, même si cette dernière reste dans l'anonymat. Légalement, les deux hommes deviendront les deux pères de l'enfant avec la mention père A, père B. Au progéniteur A, progéniteur B, que c'est encore plus étonnant parce qu'ils ne sont progéniteurs de personne. Et si à l'avenir, l'enfant voulait découvrir sa mère cachée, la donnée anonyme restera toujours inconnue. L'enfant n'aura que la possibilité de solliciter que soit dévoyé le nom de la mère porteuse après le registre civil. Par ailleurs, c'est là, en cas de discrimination pour l'enfant, une décision judiciaire qui inscrit sur l'acte de naissance une fausse filiation, c'est-à-dire une filiation qui n'est pas biologique, pourrait devenir l'objet du pourvoi devant le tribunal constitutionnel. Ce n'est pas encore fait, mais c'est une possibilité qui reste. S'il arrivait que quelqu'un décide d'entamer cette procédure, la salle du tribunal constitutionnel qui reçoit le pourvoi devra convoquer l'ensemble du tribunal pour débattre l'inconstitutionnalité de cette loi 14/2006 sur les techniques de reproduction humaine assistée. Parmi les différentes initiatives qui ont été essayées en Espagne, on trouve les tentatives de commencer un mouvement d'objection de conscience, surtout chez les fonctionnaires, mais ça n'était pas succès parce que c'est inutile. La loi espagnole ne prévoit pas ce type d'objection de conscience. Par ailleurs, même si on essaie de remplir la loi scrupuleusement, il n'est pas évident qu'on ne va pas être objet de persécution. À cet égard, le cas le plus célèbre en Espagne, c'est du juge Fernando Ferrín Calamita. Ce juge a été accusé de prévarication, puis condamné pour des prolongations illicites à cours du procès d'adoption d'une fille par deux femmes, l'une d'entre elles étant sa mère biologique. Monsieur Ferrín Calamita, qui maintenant n'est plus juge, il a été expulsé de la carrière judiciaire, a mis en question les dossiers psychosociaux apportés par les couples. En effet, ces dossiers ne comportaient aucune considération concrète sur les deux conjoints, mais examinaient simplement si le cas très général d'une adoption pater-lesbienne est idoné. Le cas dramatique, car maintenant, ces deux femmes ne sont plus mariées, et aucune d'entre elles ne cherche à conserver la garde de leur fille. Donc, c'est un couple de lesbiennes qui ne dure plus, une petite fille sans famille et un jour de moins. Un autre cas fort scandaleux, mais éventuel, serait possible. S'il arrivait qu'un homme ait enfin une femme procréée par le biais des moyens artificiels et dont la filiation restait cachée, contracte une union et avait des enfants. Un mariage et la recherche de leurs fiches d'état civil respectifs pourraient alors relever leur lien de fraternité. Dès lors, la dissimulation de la filiation biologique peut conduire à l'inceste, qui devient un risque considérable et en conséquence éventuelle de ces multiples lois. On se trouve à nouveau face à une menace pour les mineurs qui pourraient développer les maladies qu'engendre la consanguinité. Bon, croyez-moi que j'ai travaillé pendant mes études de la maîtrise chez le registre civil, qu'il y a parfois des cas qui ont besoin d'assistance psychologique d'urgence. Car maintenant, parfois, quand les gens vont se marier et ils demandent la fiche d'état civil, ils découvrent qu'ils sont adoptés, ou ils découvrent que celle qu'ils croyaient que c'est sa mère, c'est en vrai sa sœur. Parce que bon, ils doivent rester cachés jusqu'à ce qu'ils deviennent intéressés à savoir la vérité. Donc, ça peut arriver à l'avenir que quelqu'un qui veut se marier découvre que celle qui va être sa femme est en vérité sa sœur. Peut-être que l'initiative la plus efficace est de prévoir des dispositions testamentaires concernant nos enfants mineurs. Il s'agit de disposer dans un testament quel devra être le destin des enfants en cas de décès des décédeurs. Bien évidemment, ces dernières ne pourront pas établir des clauses discriminatoires qui ne seraient de toute façon jamais considérées comme écrites. Pourtant, fixé dans un testament en prélation d'adoptant, ça reste légal. Même si la chose n'est pas indéniable par un juge, pourrait être un argument moral très important qui sera toujours mis en considération par le juge suite au moment de décider le destin des enfants du décédeur. Et comme dernier exemple, je souhaite présenter une affaire particulière qui est encore devant les tribunaux, c'est nos cabinets. Il s'agit d'un gitane qui n'a plus les moyens matériels suffisants pour élever et éduquer son fils. Cette mère décide alors de donner son fils à l'adoption. Et tandis qu'elle attend qu'un couple se présente, le mineur est hébergé dans une famille d'accueil. C'est un modèle mixte
pendant que l'enfant attend d'être adopté, il reste dans sa famille d'accueil. Cette famille, ce délai coule. L'administration annonce avoir trouvé à la fin un couple qui souhaite adopter le règlement de l'enfant. Le couple en question est composé de 2 hommes. La famille d'accueil s'insurge contre cette situation, mais le cas le plus étonnant, c'est que la mère aussi, la mère biologique aussi, elle est contre cette adoption par des hommes. Et nous sommes en train de faire la bagarre contre la décision des juges qui peuvent décider de leur donner à ces 2 hommes l'adoption du fils. Ce sont des petites batailles qui pourront cependant conduire à une grande victoire. Mais la dernière idée que je vais évoquer est qu'il ne s'agit pas d'une lutte à court terme. Il faut en effet récupérer le sens du droit naturel et s'éloigner définitivement du volontarisme et du positivisme. De fait, des concepts font de la loi le produit d'une majorité parlementaire plus ou moins acquise qui devient la source définitive du droit. Faudra-t-il rappeler une phrase prononcée par un des avocats de la défense pour justifier des crimes des nazis après la Deuxième Guerre mondiale? La loi, c'est la loi pour les juristes, de la même façon que les ordres sont des ordres pour les militaires. En obéissant à des lois uniques, on se fait complice et responsable des catastrophes personnelles et sociales que leur application provoque. De la même façon que les gens s'indignèrent contre certaines injustices provoquées par des lois positives, je parle de la situation très dramatique en Espagne pour les hypothèques qui sont très mauvaisement faites, mais tout à fait légales. Faut-il qu'ils s'indignent aussi contre les effets pernicieux de ces lois qui atteignent les droits des enfants, les familles et la société tout entière. Et le dernier mot sur lequel je conclurai mon propos concerne la bataille politique et sociale que nous devons mener dans le cadre d'une société gérée par une démocratie de partis. En effet, nous, les juristes, pouvons toujours tenter de protéger les plus faibles par la parole, mais la marge d'action reste faible. Car si nous conservons cette mentalité selon laquelle la loi dépend de l'obtention d'une majorité parlementaire, qui reprend à son tour les intérêts des groupes de pression les plus actifs, on ne pourra rien faire. Toute chose pourra devenir loi si elle a les soutiens des groupes adéquats qui veulent faire de l'agir propre une source de droit. En plus, c'est la plus forte source de droit maintenant. Et il ne s'agit plus alors d'un simple problème de la protection des mineurs. Cette façon de légiférer est injuste et irresponsable. Toujours, c'est l'adoption des enfants par des homosexuels. Demain sera l'obligation de marcher à poil par les aéroports. Le droit est quelque chose qu'il faut chercher. Poursuivre la justice, que c'est en vertu. Donc, s'il faut chercher le droit, on peut céder toujours des sources. Une de ces sources, c'est la loi. Mais si la loi c'est mauvaisement fait, ça ne sert pas en tant que source de droit. En Espagne, suite à l'approbation de la loi sur le mariage homosexuel et l'adoption des mineurs par des couples du même sexe, les partis populaires, c'est un peu la partie centre-droit, un peu comme les UMP ici en France, ils se tiennent encore à la position. Ils décident de renvoyer la loi devant les tribunaux constitutionnels. Et bon, il y a quelques mois, en novembre 2012, que le constitutionnel a finalement décidé que la loi est parfaitement constitutionnelle. Et donc, ils ont dit, bon, sans peine, ils ont accepté cette constitutionnalité. Mais alors, ils sont déjà au gouvernement à nouveau. Et en plus, ils sont la majorité absolue. Qu'est-ce qu'ils s'attendent pour changer la loi eux-mêmes, s'ils peuvent? C'est une question surtout de cohérence qu'ils manquent complètement. C'est le plus douloureux, c'est que la plupart du temps, les gens qui ont voté, ils se sentent très tranquilles parce que bon, les PP, ils sont renvoyés la loi et ils sont déjà très courageux. C'est une grande chance. Ça ne sert plus aux intérêts de la société et des votants de voter encore un parti qui les triche si souvent. Bon, par dernièrement, faut-il nous convaincre proche d'une nouvelle culture juridique bien ancienne, en réalité, celle qui recherche la justice objective et qui fait du droit son objet, une culture juridique qui empêcherait toute atteinte à la nature et à la personne. Merci.